Merci beaucoup Alain. Merci aussi à l'Association française d'astronomie d'organiser cet événement magnifique. Je suis vraiment content d'être parmi vous et de partager ces dernières découvertes sur l'univers et un questionnement. On est vraiment dans le questionnement aujourd'hui. Et je voudrais commencer par dire que je me souviens, c'était début 1988, je crois, donc il y a quelque temps. J'étais étudiant dans le campus universitaire de Grenoble et il y avait une foule énorme qui attendait pour rentrer dans un bâtiment où il y avait un amphithéâtre. Et donc je me suis dit, je ne vais jamais réussir à rentrer. Donc je suis rentré et j'ai réussi à m'asseoir. Et puis, au bout de quelques temps, il y a un petit bonhomme qui est arrivé, qui s'appelle, comme vous le reconnaissez, Hubert Reeves, et il est venu parler avec son accent québécois de la vie d'une étoile. Juste une étoile, sa naissance, sa vie et sa mort. Et après 30 ans de carrière d'astrophysique, j'ai entendu un nombre incalculable de conférences, et j'ai quasiment tout oublié. Mais celle-là, je m'en souviens encore. Je ne sais pas comment il a réussi à faire ça, et je peux vous dire que les figures qu'il montrait, les images qu'il montrait, étaient vraiment moches. Il n'y avait rien d'extraordinaire, il y avait juste le petit bonhomme. Mais il m'a fait comprendre quelque chose, c'est qu'une étoile maintient un équilibre entre la gravité qui la comprime et les réactions nucléaires dans son cœur qui la dilatent. Et cet équilibre tient pendant des milliards d'années. Et grâce à ça, elle maintient la même température à sa surface. Et là, c'est vraiment comme un être humain. Nous, on a ce qu'on appelle l'homéostasie. Un être vivant, c'est quelqu'un qui maintient une température constante de son corps. Puis quand il est malade, il a une température différente. Et puis quand il est plus fonctionnel, il n'a plus de température. Et ben c'est pareil pour les étoiles. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que finalement, l'univers, c'est pas ce truc qui est loin. Et avec tout ce qui nous préoccupe aujourd'hui et qui est urgent, pourquoi aller regarder dans l'univers? En fait, il m'a fait comprendre que l'univers, c'était nous. En fait, c'était les mêmes lois et qu'on pouvait comprendre un peu des choses sur nous-mêmes en regardant l'univers. Et c'est un petit peu l'axe que je voudrais développer aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il a planté une graine en moi, je ne m'en étais pas aperçu, Hubert. Et après, j'ai un peu discuté avec lui dans le temps, mais je crois que ça s'est fait de façon invisible, parce que nous avons nous-mêmes découvert une loi universelle comme ça à l'échelle des galaxies qui maintiennent un rythme de naissance d'étoiles. Et je pense que cette idée de voir l'univers comme une extension de la nature et comme une façon de comprendre notre histoire, ça nous concerne tous. Et alors, c'est cet axe que je voudrais développer un peu aujourd'hui. Vous avez ici une représentation de l'univers tel qu'on le voyait en 1750, où chacune de ces boules, c'est un autre univers. Aujourd'hui, on parlerait d'un multivers. À l'époque, on ne savait pas qu'il y avait d'autres galaxies. Einstein lui-même, quand il a développé sa théorie, ne savait pas qu'il y avait d'autres galaxies. Il ne croyait pas à l'expansion de l'univers, parce qu'il pensait que l'univers, c'était juste notre galaxie au début. Et là, on est en 1750, et Thomas Wright, qui est un astronome, un mathématicien, imagine l'univers infini, peuplé d'habitants, qu'on a appelé à une époque des univers-îles, et Emmanuel Kant a développé cette idée-là. Et donc, il y a une société un peu d'habitants de l'univers, comme nous, on est des habitants de la Terre. Bon, c'est une autre analogie, et puis parmi eux, il y a un habitant qui s'appelle la Voie lactée, et je reviendrai d'ailleurs sur cette idée de lactée. Et puis, à l'intérieur, à 26 000 années-lumière, alors une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres, hein, c'est quoi? C'est pas grand-chose. À 26 000 années-lumière du centre de la galaxie, il y a un Soleil avec une planète qui tourne autour. Et alors, les univers-îles en question sont un peu comme nous. Il y en a qui vivent dans des villages, il y en a qui vivent dans des mégalopoles, et puis il y en a qui sont sur des autoroutes qui connectent les villages et les mégalopoles, qu'on appelle la toile cosmique. Donc un peu comme nous. Mais ce qui est le plus troublant, et qui est l'une des découvertes qui continue d'interroger les scientifiques aujourd'hui, c'est ceci. C'est que lorsqu'on regarde la population mondiale d'êtres humains. Nous sommes 8 milliards sur Terre aujourd'hui. Et si on regarde la courbe que vous voyez en rouge ici, sur le diagramme, donc la courbe en rouge vous montre le taux de croissance de la population humaine. Et c'est le nombre de naissances. Et vous voyez qu'il y a un pic dans les années 60, au moment où on a fait le premier pas sur la Lune, au moment où on a découvert le bruit de fond de l'univers qui nous a fait comprendre qu'il y avait un Big Bang. Et depuis les années 60, nous vivons une chute
drastique de la fécondité de l'humanité, à tel point que malgré la croissance de la population humaine, nous sommes aujourd'hui donc 8 milliards, on va atteindre environ 10 milliards, et puis il va y avoir une stabilisation de la population mondiale, puis éventuellement même une décroissance de la population mondiale. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que, au cours des années passées, on a fait la même découverte dans l'univers. L'univers a connu, lui aussi, des âges, un peu analogues aux âges de l'humanité, et il y a eu un moment qu'on appelle le midi cosmique, où les étoiles fleurissaient dans l'univers à un rythme prodigieux, à peu près 100 000 étoiles par seconde, dans ce qu'on appelle l'univers qui est observable, la partie accessible de l'univers. Et puis depuis, une chute drastique depuis environ 8 milliards d'années pour une raison inconnue, qui fait que la fécondité de l'univers chute. Et ça, c'est l'une des plus grandes énigmes aujourd'hui. On essaie de comprendre qu'est-ce qui est à l'origine de la fécondité de l'univers. Qu'est-ce qui fait que l'univers donne naissance à des soleils, à des planètes? On sait que quasiment toutes les étoiles ont des planètes, on sait qu'il y a des mondes un peu partout, mais qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Et ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, il y a une sorte d'analogie, une sorte de coïncidence. C'est qu'au moment où on vit quelque chose, on le voit dans l'univers. C'est à un point où je me demande si notre description de l'univers n'est pas finalement une projection de ce qu'on vit nous. Mais bon, c'est une mesure objective, mais il y a quand même l'angle sous lequel on voit le monde semble assez proche. Finalement, au moment où on était dans les années 60, où on avait ce pic de fécondité de l'humanité, c'est le moment où il y a eu un pic de découverte avec, on était allé sur la Lune, etc., l'espoir, etc. Et puis aujourd'hui, je dirais que les temps sont peut-être un peu plus sombres, d'une certaine manière, avec ce qu'on vit dans l'actualité, mais peut-être que ça projette aussi dans notre vision du monde, mais aujourd'hui, donc, on parle d'une sorte de pandémie cosmique, et on essaie de comprendre s'il y a des tueurs de galaxies et des terroristes galactiques. Alors bien sûr, on appelle ça les trous noirs et autres, parce que, bien entendu, comme ils ne sont pas là pour parler, on accuse toujours... voilà. Mais je fais partie de l'association de défense des trous noirs, et je vais essayer de vous proposer une autre vision des choses. Alors, comment naissent les étoiles? Au début, dans l'univers primordial, vous avez il y a eu le Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années. C'est assez facile à expliquer puisqu'on ne sait pas ce que c'est. Et puis, l'expansion de l'univers a refroidi l'univers, et puis environ 380 000 ans après le Big Bang, vont naître les atomes. Alors qu'est-ce que ça veut dire la naissance des atomes? C'est-à-dire que vous avez un proton et un électron qui vont se combiner ensemble, et ça fait un atome. Et puis dans l'espace dans lequel on vit là, il y a des atomes partout. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'à partir du moment où les électrons sont piégés dans les atomes, ils ne flottent plus dans l'espace, et avant, du fait qu'ils flottaient dans l'espace, l'univers était opaque. Dans cet univers-là, vous ne pourriez pas voir devant vous, vous ne pourriez pas me voir. En fait, il y avait une sorte de mélasse, de matière et de lumière qui étaient combinés ensemble, et dans cette mélasse régnait une musique primordiale. Des sons. Aujourd'hui, il n'y a pas de son dans l'univers parce que l'espace est vide, mais à cette époque-là, régnait des sons, une musique primordiale. Et vraiment. Cette musique avait des résonances, et puis quand les atomes sont nés, et que les électrons ont été piégés, et que la lumière a pu se libérer, et que l'univers n'était plus opaque, la musique s'est arrêtée. Et quand elle s'est arrêtée, les notes de la musique, c'est plus ou moins aigu ou grave, sont cristallisées, et vont donner naissance aux étoiles, aux galaxies. Donc on est vraiment les enfants de la musique primordiale de l'univers, et ces petites grumeaux, vous voyez, rouge et bleu ici, c'est la partition de la musique primordiale de l'univers. C'est vraiment ça. Et va suivre, pendant un certain temps, qu'on ne connaît pas précisément, mais disons environ 100, 200 millions d'années, un âge sombre. C'est la première nuit de l'univers qui précède la naissance de la première étoile. Au bout d'environ 100 millions d'années, vont naître les premières molécules. On a eu les premiers atomes, et les premières molécules, la combinaison d'atomes ensemble, ça va avoir le pouvoir de donner à la matière la capacité de se structurer et de donner naissance aux étoiles. Grâce aux molécules, grâce à leurs vibrations, j'en reviendrai dessus tout à l'heure, eh bien, on va voir naître les étoiles. Et donc va naître la première étoile de l'univers, et la première galaxie de l'univers. On appelle ça l'aube de l'univers. Aujourd'hui, les scientifiques essayent de comprendre si cette aube de l'univers est en accord ou pas avec les théories qu'on a sur la naissance des étoiles et toute l'histoire de l'univers. Et vous allez voir que cette quête de l'aube de l'univers est à l'origine d'une remise en question de nos théories. Et puis pendant les années qui vont suivre, il y a telle floraison d'étoiles qu'elles vont briller tellement qu'elles vont de nouveau briser les atomes.
les électrons vont être de nouveau libérés, mais l'univers ne sera pas opaque parce qu'il aura tellement grandi qu'il sera transparent. Et puis, il y a 5 milliards d'années, il y a 4,56 milliards d'années, est né le Soleil avec la Terre. À cette époque, on est déjà dans la décroissance de la formation d'étoiles, dans cette histoire dont je vous parlais tout à l'heure. La question que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, donc, c'est de savoir, dans ce contexte-là, où il y a une chute de la fécondité de l'univers, il y a eu une aube de l'univers où sont nées les premières étoiles, est-ce que nos théories continuent d'être valables ou est-ce qu'il faut les changer? Et vous allez voir qu'on pense qu'on est à l'aube, en tout cas, si ce n'est pas une révolution scientifique, d'un changement de paradigme, c'est-à-dire que notre compréhension des choses va être différente de la vision de Thomas Wright avec ces bulles séparées les unes des autres, qui est un peu la vision qu'on a eue jusqu'à présent, depuis 1750. Elle n'a pas énormément changé, finalement. Alors, pour aborder cette question, pour étudier le peuple des galaxies et pour comprendre l'aube de l'univers, l'humanité s'est dotée du plus puissant télescope qui a jamais été construit. C'est le télescope spatial James Webb. Il a été lancé le jour de Noël, le 25 décembre 2021, et c'est une coïncidence, mais c'est effectivement un beau cadeau pour les scientifiques. Et c'est tout un ensemble de défis qui ont dû être relevés pour pouvoir réussir cette mission. Bill Nelson, qui est l'administrateur de la NASA, raconte la chose suivante. C'est que pour aller sur Mars, ici, il faut vaincre 80 à 90 single point failures. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai laissé le mot en anglais parce que je ne saurais pas le traduire en français. C'est que s'il y a une chose, un détail technique qui foire, la mission est foutue. Et donc, il y en a environ 90 pour aller sur Mars. Mais pour le James Webb, il y en a 344. C'est-à-dire que si un des 344 n'avait pas marché, la mission était un échec. Donc vous imaginez bien que c'était un grand défi. Et aujourd'hui, ça marche bien. Le 11 juillet 2022, Joe Biden, en présence, a présenté une image de l'univers qui est le livre d'histoire de nos origines. Dans cette image est présente les premières galaxies, sont présentes les premières galaxies de l'univers, sont présentes des galaxies sur toute l'histoire cosmique, avec cette sorte de pandémie cosmique. Tout est là dans cette image, mais il faut quand même réussir à décoder l'image pour arriver à comprendre ce qu'il y a dedans. Alors les astrophysiciens, qu'est-ce qu'ils font? Ils étudient le langage de la lumière. Et je vous dis en deux mots comment on fait quand on a une image comme ça pour transformer ça en un livre d'histoire. D'abord, on voit les formes des galaxies. Il y a les profils de lumière, les tailles, il y en a des grosses, des petites, des spirales, des elliptiques, toutes sortes de formes. On les distingue par leur couleur. Si elles sont rouges, c'est qu'elles ont des étoiles plutôt vieilles. Si elles sont bleues, c'est qu'elles ont donné naissance à des étoiles. Oui, mais des fois, elles sont rouges parce qu'il y a de la poussière dedans. Puis des fois, elles sont rouges parce qu'elles sont loin de nous, qu'elles s'éloignent de nous et qu'elles sont décalées vers le rouge. Alors on est obligé de faire des modèles sophistiqués pour savoir de quel rouge on parle. Et puis, si elles sont très brillantes, c'est qu'elles sont très massives et qu'elles contiennent beaucoup d'étoiles. Et puis, on décompose la lumière de la galaxie pour voir le rythme de naissance des galaxies, pour quantifier la fécondité des galaxies, pour voir quelle quantité d'atomes sont nés dans les étoiles, et pour voir si les galaxies perdent de la matière, s'il y a des trous noirs. Alors, quand on a fait ça, pendant les premières semaines, tout le monde se posait la question suivante. Ces images du James Webb sont-elles uniquement belles ou vont-elles bouleverser notre compréhension des choses ou bien vont-elles valider des théories qu'on attend de valider depuis longtemps? Et si vous regardez la une des journaux à la suite des publications des premiers résultats du James Webb, voici ce que vous trouvez. Dans toutes les langues, des langues que je ne connais pas, en gros, on est en train de vivre un choc. Des objets qui ne devraient pas exister sont présents dans l'univers. Et ces objets-là n'auraient pas dû exister. Ça va plus loin, si vous allez sur Internet, vous trouvez que des universe breakers, donc des briseurs d'univers, it's the mother of all shocking discoveries. Donc vous avez des découvertes qui sont choquantes, ça c'est déjà pas mal, mais là c'est la mère des découvertes choquantes. Alors imaginez le père, je ne sais pas. Est-ce que le Big Bang a vraiment eu lieu?
Donc là, c'est un théoricien. Alors, je ne sais pas s'il a vraiment fait cette vidéo ou si son image a été utilisée. J'ai regardé la vidéo. En tout cas, en 3 jours, ils ont eu 1 million de vues. Et l'idée, c'était qu'il n'y a pas eu de Big Bang. Et puis ensuite, ils ont montré ce diagramme où vous revoyez l'univers tel que je vous l'ai présenté tout à l'heure, avec l'histoire, avec le moment du Big Bang, et la ligne continue avant le Big Bang. Ça veut dire que les galaxies qu'on voit avec le James Webb seraient nées avant la naissance de l'univers. En fait, c'est super dur. Je ne sais pas si vous imaginez, quoi. C'est comme si vous aviez un livre de Victor Hugo qui date d'avant sa naissance. Il est fort, Victor Hugo, mais... Eh bien, j'ai quand même des collègues qui m'ont dit « Est-ce que l'univers n'est pas beaucoup plus vieux que ce qu'on pense ?» Donc, en gros, panique. Tout le monde a commencé à paniquer, et là, la menace ultime, faut-il changer le générique de notre série préférée? Donc quand on en arrive à ce niveau-là, c'est le moment de réfléchir. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, ça a commencé avec un truc, les 6 galaxies impossibles. Avant, il y avait les 7 mercenaires, maintenant, il y a les 6 galaxies impossibles. Donc en gros, vous avez 6 galaxies qui n'auraient pas dû être là, parce qu'elles sont trop massives. C'est comme si vous aviez, quand vous donnez naissance à un bébé, puis il y a des bébés qui pèsent plus ou moins, voilà, hein. Puis là, vous avez un bébé qui pèse 50 kilos. Bah, non, ça c'est impossible. Et vous en avez 6 bébés de 50 kilos qui se trouvent là dans les premières centaines de millions d'années après le Big Bang. Et aucune théorie n'est capable d'expliquer ça, en tout cas, telle qu'on la voit, enfin, telle qu'on les avait dans les mains. Et donc voilà, se pose la question, y a-t-il une révolution scientifique en cours? D'où vient cette surprenante fécondité de l'univers primordial, alors qu'aujourd'hui on voit que la fécondité chute, donc on avait déjà un problème, c'était que l'univers vivait une fécondité qui chutait, mais maintenant on s'aperçoit qu'il a vécu une fécondité débordante au tout début, pour une raison qu'on ne comprend pas. Une alternative, ça serait que l'univers soit plus vieux que ce qu'on pense. Mais alors ça veut dire qu'il faut mettre à la poubelle tout ce qu'on avait fait avant, toute l'histoire de la musique primordiale, tout ça. On se serait trompé sur plein de mesures, ça c'est compliqué. Une autre, ce que disent certains, hein, le Big Bang a-t-il eu lieu? Remarquez, d'une certaine manière, comme on ne sait pas trop ce que c'est que le Big Bang, ça c'est pas trop un problème. Alors une autre, c'est qu'il y aurait eu un second Big Bang. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'univers est en expansion, mais l'expansion accélère. C'est sous l'effet d'une énergie qu'on appelle l'énergie noire. Bon. Et la question c'est, est-ce qu'il y a eu un sursaut au début, ce qu'on appelle de l'énergie noire primordiale? Je ne rentre pas dans les détails, c'est juste que quelque chose qui ne se colle pas avec ce qu'on pense aujourd'hui, et qui aurait été à l'origine de ces galaxies. Alors, s'il y avait eu que ces 6 galaxies, bon, on aurait pu en discuter, et d'ailleurs, on sait aujourd'hui, je peux vous le dire, c'est que entre la version 1 de l'article qui a été publié dans Nature, qui a été soumise dans Nature et qui a été circulée dans la presse, et la version 2, l'article qui a été accepté, les choses sont très différentes. Les galaxies ont perdu 90% de leur masse, elles se sont retrouvées plus près. Bon, elles étaient toujours un peu problématiques, mais disons, elles avaient vachement maigri entre 2 versions du papier. Et en réalité, ce qu'on pense aujourd'hui de ces galaxies, c'est encore autre chose. Donc, l'article publié dans Nature, on sait aujourd'hui qu'il est faux. Mais ça, ce n'est pas une nouvelle. Tout scientifique qui publie dans Nature le sait. C'est que pour avoir un article accepté dans Nature, vous avez tendance à pousser un peu vos résultats. Et donc, un article dans Nature, la seule question, c'est de savoir est-ce qu'il sera faux dans 2 semaines ou dans 2 mois. C'est pas de savoir s'il est faux. Bon, là, il a été faux avant même d'être publié. Mais ce qui est pas mal. Je veux dire, là, le James Webb innove. On peut dire quand même, là, il y a quand même de l'innovation. Mais il se trouve que derrière, en fait, on a fait 5 découvertes qui remettent en question notre compréhension des choses. Donc c'est pour ça que, là, pour le coup, ça m'intéresse. Il y a 5 énigmes qui ont été levées par le James Webb en 1 an et dont a priori, on n'a pas de réponse et dont je voudrais vous parler. Alors les 5 surprises du télescope spatial James Webb, les voilà schématisées ici. Et je vais vous dire en 2 mots de quoi il s'agit. Donc en gros, ce dont je vous parle ici, c'est vous mettez 10 milliards sur la table, vous fabriquez un télescope, vous l'envoyez à 1,5 million de kilomètres de la Terre, vous ouvrez les yeux, vous regardez et vous dites « Oh, c'est quoi ça ?» Ça, je ne comprends pas. Et il y a 5 que je ne comprends pas. Donc je ne comprends pas 1. Les galaxies
Donc les habitants de l'univers sont nés trop tôt. Ils sont trop massifs, trop nombreuses. Alors là, en dehors de ces 6-là, on en a trouvé plein qui sont trop brillantes, trop lumineuses, trop nombreuses. Donc on a une population des habitants de l'univers qui est à l'aube de l'univers, donc au moment des premières naissances d'étoiles et de galaxies, qui est d'une efficacité débordante, et on ne sait pas pourquoi. Deuxième découverte, les premières galaxies, les toutes premières galaxies sont toutes compactes. Alors, je précise une chose. J'ai ici une bouteille d'eau. Et les gens du premier rang la voient plus grosse que les gens du dernier rang. Et pourtant, la bouteille d'eau n'a pas changé. Est-ce une énigme? Non, parce que quand on est loin, en apparence, la bouteille semble plus petite parce qu'elle est loin. Ben, ça ne marche pas dans l'univers. Pourquoi? Parce que l'univers, il est en expansion. Ce qui fait que si vous êtes loin, l'image de la bouteille qui est là va gonfler en suivant l'expansion de l'univers plus longtemps pour arriver jusqu'à vous que pour arriver au premier rang. Et donc la bouteille va gonfler, l'image de la bouteille va gonfler, et quand elle va arriver jusqu'à vous, ça va exactement contrebalancer le fait qu'elle est plus loin. En d'autres termes, lorsque vous voyez une image de l'univers, la taille des objets, c'est la vraie taille. C'est-à-dire que s'il y en a un qui est plus petit que l'autre, c'est qu'il est plus petit. Parce que s'il est plus loin, ça ne le rend pas plus petit parce qu'il est gonflé. S'il devrait être 3 fois plus petit parce qu'il est plus loin, eh bien il est gonflé 3 fois plus parce qu'il est plus loin et que l'univers a gonflé pendant ce temps-là. Donc, ça veut dire que les astronomes, comme moi, qui sont, on va dire, basiques, peuvent, avec un double décimètre, mesurer la taille des galaxies dans l'univers sur leurs images. Et c'est vachement pratique. Et donc, on voit que ces galaxies qui sont toutes petites, elles sont toutes petites parce que, en fait, parce qu'elles sont toutes petites. En fait, c'est ça l'idée, quoi. Mais c'est une surprise. C'est une surprise parce qu'elles sont si petites qu'en fait, elles sont un peu plus grosses que ce qu'on appelle un amas globulaire, qui sont des trucs qui flottent dans notre galaxie, qui sont des concentrations de typiquement 400 000 étoiles, et qui ne sont pas des galaxies, c'est des amas globulaires. Sauf que là, c'est des galaxies. Mais vraiment toutes petites. Hein. Et donc, la question, c'est mais pourquoi? Comment l'univers a-t-il pu concentrer autant de matière de façon aussi efficace? Troisième énigme. Là, vous avez une image de l'ombre d'un trou noir qui a été réalisée en combinant 8 observatoires à la surface de la Terre pour réaliser cette image dans le millimétrique où on voit que la lumière évite le centre où il y a un trou noir et donc on voit l'ombre du trou noir. Et je montre ça parce que ce qu'on a vu, c'est que notre scénario de naissance des trous noirs ne fonctionne plus. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quel est notre scénario? Quand vous regardez une galaxie, comme notre galaxie la Voie lactée, imaginons que cette pièce puisse voyager assez vite. On va aller se déplacer dans notre galaxie, on va aller à 26 000 années-lumière d'ici, on va aller au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Et là, on va voir le trou noir au centre de notre galaxie, donc c'est ce type d'image, qui fait 4 millions de fois la masse du Soleil. Toutes les galaxies ont en leur cœur un trou noir galactique, supermassif, qui est le noyau de la galaxie. Toutes. Ça, c'est Hubble qui a montré à quel point c'était partout. Et le scénario, pour fabriquer ces trucs-là, qui sont quand même des monstres, c'est que vous commencez avec une étoile, typiquement 500 fois la masse du Soleil, qui peut être la première étoile du monde, de l'univers. Et puis cette étoile s'effondre sur elle-même, elle collapse, elle fait un petit trou noir. Et puis, à mesure que le temps passe, la matière tombe dedans, et elle devient un gros trou noir. Le problème, c'est que le James Webb a trouvé des gros trous noirs 300 millions d'années après le Big Bang. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout le temps de faire ça. Voilà, c'est comme si vous demandiez à quelqu'un de fabriquer une cathédrale le lundi, et le mardi, il dit voilà, j'ai à peu près fini, il me reste encore cette retouche-là, mais c'est bon. Là, c'est pas possible. Il n'a pas pu faire comme tout le monde. Et donc, là, c'est ça. On a une cathédrale qui s'est faite en 3 jours. Et là, donc là, c'est pas possible. Ça signifie que les trous noirs, qui mesurent des millions de fois la masse du Soleil, sont nés spontanément dans l'univers. C'est-à-dire qu'ils sont... Et donc, on se demandait qui est né le premier de l'étoile ou de la galaxie. Il semblerait que ce soit le trou noir. Et là, le problème, c'est qu'on ne sait pas faire
un trou noir de quelques millions de masses solaires, comme ça, spontanément. C'est pas facile. Même les Américains, ils ne peuvent pas le faire. Donc en France non plus. Alors, quatrième énigme, et alors vous allez voir, elles ont l'air toutes d'avoir rien à voir les unes avec les autres, voire de se contredire, mais c'est juste pour que vous soyez dans la même merde que nous, en gros, quoi. En fait, je suis là pour partager mes problèmes. Et je pensais que ça me ferait du bien, mais en même temps, ça me plombe un peu quand même. Et j'en suis qu'à la quatrième. Ok. Alors là, les galaxies, c'est des trucs, voilà, c'est les habitants de l'univers, elles font des étoiles, machin, etc. Puis il y en a, au bout d'un moment, elles font plus d'étoiles. On appelle ça les galaxies mortes, mais vraiment, bon, on appelle ça. Et on le sait parce qu'on peut faire l'autopsie d'une galaxie. C'est-à-dire qu'en fait, on peut décomposer la lumière d'une galaxie, puis dans la lumière, on peut voir s'il y a la signature d'étoiles qui sont nées récemment. Et puis il y a des galaxies dans lesquelles on voit qu'il n'y a pas d'étoiles qui sont nées récemment, parce qu'elles ont des signatures très précises, ces étoiles, elles sont très lumineuses, très chaudes, très bleues, etc. Et là, on a trouvé une galaxie morte quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Donc là, ça commence à faire, quoi, parce que vous avez vu les autres trucs d'avant, et là maintenant, il y en a une, non seulement elle est née rapidement, non seulement elle a grossi rapidement, en plus elle est morte au tout début de l'histoire de l'univers. Bien sûr, j'ai des collègues qui ont dit, c'est normal, c'est la faute au trou noir. Mais le problème, c'est que je viens de vous dire que toutes les galaxies ont des trous noirs, et que les trous noirs étaient là au début. Donc si c'était eux qui empêchaient les galaxies de grandir, il n'y aurait pas de galaxies, en fait. Donc en fait, à un moment donné, il faut être en accord avec enfin, il faut être logique, contrairement à mes collègues. Donc voilà, une énigme. Cinquième énigme, enfin pas tous mes collègues, hein, mais si vous demandez les noms, je les donne. Cinquième, je ne sais pas pourquoi ce truc où on dit, non, je ne dirais pas qui c'est. Ben si, je ne sais pas pourquoi. Alors, cinquième énigme. Alors, on voit des galaxies spirales comme la Voie lactée, là, comme celle-là, mais qui remontent. Alors, un peu après les petites compactes, très vite, elles vont avoir leurs bras qui se dessinent. Alors, elles commencent à prendre forme à une vitesse incroyable. Et ça aussi, on ne sait pas faire. On pensait que les galaxies spirales, c'était des galaxies mûres qui naissaient comme notre galaxie avec des milliards d'années, que ça mettait du temps, etc. Et donc, c'est une cinquième énigme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, voilà. Donc, maintenant qu'on est face à ça, je voudrais vous dire comment on va aborder le problème. Et pour ça, je voudrais vous parler d'une petite histoire. La Voie lactée et la tortue. Il était une fois donc un individu qui était chez lui et qui avait des tortues. Parce qu'il y a des gens qui ont des tortues. Et lui avait des tortues. Jusque-là, je pense que c'est facile à suivre. Sauf que lui, il se dit, c'est quand même dingue, ces tortues, elles parlent. Là, il cherche sur Internet, puisqu'il n'y a aucune question à laquelle Google n'a pas réponse. Ou ChatGPT. Je vous défie de trouver une question qui n'ait pas de réponse dans Google ou ChatGPT. C'est impossible. Aujourd'hui, la question, ce n'est pas de savoir trouver une réponse, c'est de trouver une question. D'ailleurs, au passage, j'ai un collègue argentin qui, quand il est venu ici, il a dit, voilà, je voudrais prendre tel étudiant pour faire sa thèse. Et un autre collègue, dont je ne dirai pas le nom, mais si vous me demandez, lui dit, ah ben non, prends pas lui, parce que lui, non. Elle dit, mais pourquoi pas lui? Il dit, parce qu'il n'a pas fait une grande école. Il dit, ah bon, et ça sert à quoi une grande école? Parce que lui, il est d'Argentine, il ne connaissait pas le système français. Et tu dis, bah, les gens des grandes écoles, c'est les gens qui savent répondre aux questions. Ah, d'accord. Oui, mais moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux quelqu'un qui sache poser une question. Donc, il ne voulait pas quelqu'un qui sait répondre. Parce que le problème, c'est de savoir poser la bonne question. Et ce type, d'ailleurs, fait des découvertes extraordinaires. Et c'est assez intéressant, d'ailleurs, de voir qu'on se trompe parfois de l'angle d'attaque. Les gens parlent de QI, d'intelligence et de répondre aux questions, alors que nous, ce qu'on veut, c'est pas ça. C'est des gens qui fonctionnent et qui savent poser les bonnes questions.
Mais si vous avez un haut QI, c'est pas grave. Et donc, en fait, bon, voilà, il cherche sur Internet, il voit que en fait, les tortues parlent pas. Sauf qu'il se dit, c'est bizarre parce qu'elles ont vraiment l'air de parler. Donc, il fait une étude et il se rend compte qu'il y a des sons qui se reproduisent et qui vont provoquer une réaction des tortues qui est toujours la même. Et il se dit, bon, en fait, elles parlent. Et donc, j'ai découvert ça dans un article du Monde du 20 novembre 2022 qui avait été écrit par Nathaniel Ellsberg, et puis après, il y a des tas de papiers là-dessus. Et puis, en fait, il a été maintenant accepté que toutes les tortues parlent. Mais en fait, comme on pensait qu'elles ne parlaient pas, bon, on ne le savait pas, donc on n'entendait pas. Et quand lui a dit ça, personne ne le croyait. Puis maintenant, on se rend compte que probablement, la première tortue s'est mise à parler il y a 407 millions d'années. C'était un lundi. Et alors pourquoi je vous parle des tortues? Parce qu'en fait ça n'a rien à voir avec l'histoire. Si ce n'est qu'en Chine, l'univers est une tortue, parce que la Terre est plate, c'est le plastron, et le dôme, c'est l'univers rond, etc. Mais bon, c'est pas pour ça. C'est parce que, j'appelle ça le syndrome de la tortue qui parle. Vous vivez dans votre vie un moment où vous découvrez quelque chose, vous réalisez quelque chose du style « les tortues parlent », vous en parlez autour de vous, et les gens vous disent « mais t'es un ouf malade, toi, ça va pas, non ?» Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez chez vous et vous regardez votre série Netflix. Vous oubliez. C'est très difficile de tenir la route quand on est victime du syndrome de la tortue qui parle et de pousser le raisonnement. Et donc, c'est ce qui s'est passé lorsqu'on a observé le ciel. Tous les scientifiques étaient persuadés qu'il n'y avait rien entre les étoiles. Parce que la matière ne peut pas flotter dans l'espace, donc elle a dû coaguler, elle a dû former les étoiles, elle a dû se concentrer. Et vous avez ici la constellation d'Orion. Vous avez Bételgeuse, en haut à gauche, l'étoile rouge, Rigel, l'étoile bleue, en bas à droite. Si vous regardez la constellation d'Orion, qui est facile à reconnaître avec la Stress Marias, les 3 étoiles alignées, la ceinture d'Orion, le chasseur, vous allez tout de suite la reconnaître comme un sablier, et vous verrez, si vous ne le savez pas, que celle en haut à gauche, maintenant que vous savez qu'elle est rouge et l'autre elle est bleue, vous allez voir les couleurs des étoiles. Le ciel va passer de noir et blanc à la couleur. Vous avez Bellatrix en haut à droite. Pour ceux qui connaissent Harry Potter, Bellatrix, c'est la cousine de Sirius Black. Alors justement, vous voyez, Sirius, c'est l'étoile qu'on peut retrouver en prolongeant les 3 étoiles, les 3 maris. Et s'il s'appelle Sirius Black et s'il se transforme en chien, c'est parce que Sirius, c'est l'étoile du chien, de la constellation du chien. Elle est au bout du nez du chien. Et donc, voilà, J.K. Rowling s'est inspirée de l'astronomie. Tout vient de l'astronomie, bien entendu. Et donc, pour avancer dans son roman, qu'elle n'aurait jamais pu écrire si elle n'avait pas été d'abord astronome, comme tout le monde le sait. Donc vous avez une étoile d'Étarionis, là, qui est une étoile double. La plupart des étoiles vivent en couple, il faut le savoir. On ne voit pas ça à l'œil nu, mais c'est un peu comme nous, en couple. Il y a des fois des couples qui tournent mal, puis d'autres qui tournent bien. Enfin bon, c'est pas le sujet. Mais voilà. Et donc, quand on regarde Delta Orionis, on voit un couple d'étoiles qui tournent l'une autour de l'autre. Et eh bien, ce que va faire Johannes Hartmann, c'est qu'il va étudier ce couple et il va faire une découverte assez exceptionnelle. Pour ça, il faut que je vous rappelle une chose. En 1814, on va faire une découverte. On va s'apercevoir qu'en décomposant la lumière du Soleil dans l'arc-en-ciel, il y a des zones d'ombre, des zones d'absence. Le type qui fait ça s'appelle Fraunhofer, et il ne sait pas à quoi elles correspondent, alors il met des lettres, A, B, C, D, etc. Et puis en 1859, quelqu'un qui s'appelle Gustav Kirchhoff donc utilise la même technique, il décompose la lumière du Soleil et puis il voit ces petites zones d'absence, et puis il fait un truc que je voulais faire sur scène mais je ne peux pas le faire parce qu'on n'a pas le droit de faire du feu. Mais tant pis, je vous le dis, j'avais amené les trucs, c'est pas grave. Il prend du sel de table, d'accord, il le brûle avec un bec benzène. Et le sodium, lorsque vous le brûlez, ça fait de la fumée jaune et qui a exactement la couleur d'une zone sombre dans l'arc-en-ciel de la lumière du Soleil, celle qui portait la lettre D. Et donc il comprend que le sodium qui est dans le sel se trouve aussi dans le Soleil et qu'il absorbe une partie de la lumière du Soleil. La peau, si vous pouviez lécher la peau du Soleil, enfin faites gaffe quand même, mais eh bien, il est salé. Enfin, il y a du sodium dedans. Et donc là, c'était la première fois qu'on comprenait qu'avec la lumière, on pouvait savoir de quoi était fait le ciel. Il y a du sodium dans le Soleil, et puis après, on a découvert tous les autres éléments. Maintenant que j'ai dit ça, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. C'est que
Johannes Hartmann décompose la lumière des étoiles, il veut voir comment elles bougent, parce que c'est comme ça qu'on sait quelle est leur masse. Si elles s'attirent, si elles bougent vite, si elles sont loin, etc., on va savoir quelle est leur masse. Bon. Et puis là, vous voyez, il y a un petit truc rouge qui ne bouge pas, et puis il y a ce qu'on appelle un spectre, puis il y a des petits creux, des petits pics qui tombent vers le bas. Alors ça, c'est quoi? C'est quand il y a un atome qui est là, dans les étoiles, et qui absorbe spécifiquement cette longueur d'onde-là, précisément, donc ça fait un petit pic vers le bas. C'est ce qu'on appelle une raie en absorption dans le spectre d'une étoile. Lui, et donc il voit que ça bouge, pourquoi? Parce que quand l'étoile s'approche, ça se décale vers la droite, et quand elle s'éloigne, ça se décale vers la gauche, c'est vers le rouge ou vers le bleu. Mais il y a un des pics qui correspond à la couleur précise du calcium, l'atome de calcium, qui ne bouge pas. Or, les étoiles bougent, elles sont en permanence en train de bouger. Et donc il se dit, là vous allez vous marrer, mais il se dit, la Voie lactée est pleine de calcium. On vous dit qu'il faut boire du lait pour avoir du calcium pour vos os. Le type, il observe ça et il se dit, il y a plein de calcium dans la Voie lactée, c'était normal, c'était évident, les Grecs le savaient, le calcium. Machin. Donc il dit ça à ses collègues, les mecs, il y a du calcium qui flotte dans l'espace entre les étoiles, puisque je vois bien que l'étoile elle bouge, mais pas le calcium. Et le type lui dit, ouais, tu vas me dire que la Voie lactée, c'est comme du lait, il y a du calcium, c'est ça? Exactement. Ok. Et moi, je suis les Beatles. Donc, en gros, personne ne croit Johannes. Il est victime du syndrome de la tortue. Et c'était avant Google. Hein. Et donc, en fait, il avait raison. C'est pour ça qu'on parle de la Milky Way, de la Voie lactée. Bon, il se trouve que, par chance, la première fois qu'on a vu de la matière interstellaire, c'était du calcium. Voilà, il n'y a pas que ça, mais... Depuis... Il a fallu des années, en fait c'est à partir des années 1930 qu'on a commencé à se rendre compte qu'il y avait vraiment de la matière diffuse dans l'espace. Et vous avez ici une image de la nébuleuse d'Orion qui se trouve... s'il y a des enfants à la salle, faites comme ça. C'est juste qu'en fait là, Orion c'est le chasseur Orion, c'est un chasseur vu par les Grecs. Bon, moi je vois un sablier, mais eux ils voient un chasseur. Okay. Donc, et les 3 étoiles alignées c'est la ceinture. Et sous la ceinture... en fait, c'est le lieu de fécondité de l'univers. Mais c'est vrai en plus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la plus proche pouponnière d'étoiles, où naissent de nouvelles étoiles, c'est sous la ceinture du chasseur Orion. Mais c'est une coïncidence. Bon, voilà. Et donc, c'est là où naissent de nouvelles étoiles. Et donc, avec le James Webb, on a pu explorer ça en détail, découvrir des étoiles en train de naître, des étoiles avec leurs disques. Il y a dedans des filaments de poussière interstellaire. Il y a toute la richesse des pouponnières d'étoiles, qui peut donner l'impression que c'est dense, mais en réalité, si vous prenez ici, par exemple, ce qu'on appelle les piliers de la création, aussi vu par James Webb, eh bien, pour vous donner une idée de la densité de la matière dans l'espace interstellaire, hein, c'est que l'air qui est dans cette pièce-là contient à peu près 25 milliards de milliards d'atomes dans un dé. Là-dedans, il y a 25 milliards de milliards d'atomes. L'ultra-vide qu'on peut faire sur Terre, c'est-à-dire qu'on vide toute la matière, on vide tout ce qu'on peut, dans un dé, il reste 2 millions d'atomes. 2 millions. Dans les piliers de la création, les endroits les plus denses, il y a 2000 atomes. Et dans l'espace interstellaire, dans un dé, en général, en moyenne, il y a 1 atome. Et ça, c'est dans une galaxie. Et les galaxies, c'est les régions denses de l'univers, parce qu'il y a l'espace intergalactique. Vous imaginez le truc. Donc là, il faut une baignoire pour avoir un atome. C'est des densités qui sont assez faibles, c'est pour ça qu'on a mis du temps à comprendre ce qui se passait, mais c'est grâce à ça que naissent les étoiles. C'est grâce à cette matière interstellaire. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'on vient de faire une découverte à l'aide du radiotélescope ALMA, qui est un ensemble de 60 antennes situées dans le désert de l'Atacama au Chili à 5000 mètres d'altitude. Et là, vous voyez une molécule d'eau. Et la molécule d'eau, si vous la cognez, elle vibre. Et là, je peux vous faire une expérience. C'est génial, hein? Vous constatez que lorsque vous mettez de l'eau dans un verre, selon la quantité d'eau, il vibre à une fréquence différente. Eh bien, c'est pareil dans les galaxies. En fait, je devrais plutôt préciser que l'eau vibre à une fréquence très précise. La molécule d'eau,
pas uniquement l'eau qui est là dans ce verre avec le verre, ça c'est pour illustrer, la molécule d'eau, lorsqu'on la cogne, elle vibre à une fréquence bien précise. Et on la reconnaît parmi d'autres. Donc ça veut dire que lorsque vous pointez vos télescopes vers le ciel, vous savez s'il y a de l'eau quelque part. Et alors, on a pointé nos télescopes et on a vu que 780 millions d'années après le Big Bang, on a découvert une galaxie dont les molécules d'eau qui vibrent et qui font de la lumière par leur état d'excitation produisent autant que plusieurs millions de fois la lumière du Soleil, par des molécules d'eau qui vibrent. Et avec cette technique, que ce soit avec la molécule d'eau ou avec une autre molécule qu'on appelle le monoxyde de carbone, qui est un gaz polluant, toxique sur Terre, invisible, inodore, mais dans l'espace, qui est celui qui nous permet de savoir quel est le réservoir des galaxies dans l'univers, on a pu quantifier quelle quantité de matière était présente dans les galaxies pour savoir si elles peuvent donner naissance à de nouvelles étoiles. Et ce qu'on voit, c'est des réservoirs qui sont quasiment vides. C'est-à-dire qu'en gros, le niveau des réservoirs de matière dans les galaxies est tel que la dernière étoile de l'univers aurait dû naître il y a 10 milliards d'années. Donc, je précise ce que je dis là. On sait quantifier la présence d'air dans une pièce, et vous savez qu'une bougie, quand on l'allume, eh bien, ça brûle l'oxygène, et si jamais, j'aurais fait l'expérience, si vous mettez une bougie, vous mettez un verre dessus, vous verrez qu'au bout de 8 secondes environ, la bougie s'éteint, parce qu'elle a consommé tout l'air qui est dedans. Eh bien, de la même manière, on peut calculer la quantité de matière qu'il y a dans une galaxie et savoir pendant combien de temps elle peut brûler la matière, peut donner naissance à des étoiles. Et on s'aperçoit que ce n'est que quelques centaines de millions d'années. Et donc, l'univers est encore plus énigmatique que ce qu'on pensait. Il aurait dû arrêter de donner naissance à des étoiles il y a des milliards d'années. Ceci, c'est un bilan du contenu de l'univers, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Alors il y a deux composantes, la matière noire et l'énergie noire, qui dominent complètement l'univers, et dont je ne parlerai pas ici, parce que 1, je ne sais pas ce que c'est, 2, on n'est même pas sûr que ça existe, 3, il y a un satellite qui s'appelle Euclide, qui a été lancé le 1er juillet 2023, dont c'est le sujet, et donc je ne vais pas faire un spoiler. Il vous reste 5%, ça c'est les atomes qu'il y a dans l'univers. Mais sur les 5%, seuls 0,5% sont dans les galaxies sous la forme d'étoiles. Tout le reste, on ne sait pas où il est. Enfin, en tout cas, il est en dehors des galaxies. Et c'est ça qui va être la clé pour comprendre toutes les énigmes dont je vous ai parlé. Et donc, je vais me permettre de faire quelque chose que les scientifiques avouent rarement, mais font souvent. Si vous allez à l'église, avec vos questions scientifiques, ici, c'est l'église près de Barcelone, Mare Nostrum, un supercalculateur, et où des collègues ont créé un univers. Ils sont pris pour Dieu, ils ont fabriqué un univers virtuel, et dedans, ils ont découvert que les galaxies dessinaient cette toile cosmique, et que la matière, quand on zoome dessus, dont je vous disais qu'elle est à 90% entre les galaxies, eh bien, elle était sous la forme, une bonne partie de cette matière coule sous la forme de rivières, de fleuves, de filaments qui coulent et qui nourrissent les galaxies. En d'autres termes, cette partie ces 90% des galaxies qui manquent, c'est un peu comme la matière blanche de l'univers. Vous savez, dans le cerveau, les neurones sont la matière grise, les cellules des neurones forment la matière grise qui se trouve à la périphérie, dans la circonférence du cerveau. Et puis, entre cette zone, à la surface du cerveau, vous avez la matière blanche. Ce sont tous les axones qui connectent les cellules. Eh bien, dans l'univers, jusqu'à présent, on avait juste considéré les galaxies comme l'image de Thomas Wright, qui étaient des univers qui flottent dans l'espace, et on est arrivé à des énigmes qu'on n'arrivait pas à comprendre. Les 5 énigmes du James Webb. Et puis aussi la chute de fécondité de l'univers. Tout ça. Et maintenant, on se rend compte que si on changeait de perspective et si on disait que, en fait, les galaxies ne sont pas des îles qui flottent dans l'espace, mais sont comme les cellules de notre cerveau, avec des connexions qui les relient les unes aux autres, mais vraiment des filaments de matière. La toile cosmique, c'était juste des alignements de galaxies. Là, je vous parle vraiment de matière qui coule dans les galaxies. Alors, cette matière blanche, si on l'appelle comme ça par analogie avec la matière blanche du cerveau, est-ce qu'elle nous permet d'avancer dans notre compréhension des choses? Et là, on s'aperçoit qu'avec la matière blanche en question et ses filaments, on résout les 5 énigmes du James Webb. Et donc, on se rend compte que ces questions
auxquelles on n'avait pas de réponse sont en réalité des illustrations du fait qu'on avait mal posé le problème. Comme le disait mon collègue Félix Mirabel, le problème, ce n'est pas la réponse, c'est de savoir poser la bonne question. Alors, si on prend le premier, les galaxies sont trop grosses, trop massives, on formait trop d'étoiles trop tôt. En fait, quand on fait le calcul, on s'aperçoit que ces filaments étaient tellement efficaces à apporter la matière au début qu'ils apportaient la matière avant même que les étoiles commencent à exploser en supernovae, avant même qu'elles produisent des réactions à cet apport de matière qui repousse la matière. Et donc, l'efficacité de croissance des étoiles était beaucoup plus forte que ce qu'on pensait. On n'avait juste pas pris en compte cet effet-là. Cette très grande efficacité d'apport de matière par les filaments les concentre et les rend compacts. Si bien que ça permet aussi, certaines études montrent, de faciliter la formation de trous noirs primordiaux supermassifs. Et ça accélérerait cette formation-là. En tout cas, c'est une des possibilités qui a été évoquée. Enfin, il n'y a pas besoin de chercher des phénomènes compliqués pour tuer une galaxie, puisqu'on sait que leurs réservoirs ne sont pas suffisants pour qu'elles vivent longtemps. Il suffit d'arrêter de les alimenter pour qu'elles meurent. Et donc la question n'est plus de savoir qu'est-ce qui a tué la galaxie, mais qu'est-ce qui fait qu'une galaxie n'est plus alimentée. Ça change complètement le problème, parce qu'on sait que lorsqu'une galaxie devient assez massive, elle a pour effet justement de briser, de couper ses cordons ombilicaux qui la relient à l'espace par des phénomènes de relaxation d'énergie dont je ne rentre pas, mais on sait que ça existe. Et enfin, la convergence de ce flux d'accrétion apporte la matière comme de l'eau dans un moulin qui fait tourner les galaxies. Une galaxie, c'est un peu comme un derviche tourneur vu de dessus, avec ses bras qui sont un peu inclinés. Et les galaxies sont comme des moulins donc, qui tournent lorsque la matière arrive par ces filaments cosmiques et font tourner le moulin. Voici une animation qui vous montre ce qui se passe vraiment dans notre galaxie, la Voie lactée. Vous la voyez tourner, et puis je ne sais pas si vous voyez, il y a des vagues qui passent dedans. Ces vagues, alors il faut bien regarder, je ne sais pas si on peut baisser la lumière peut-être. Ces vagues-là que vous voyez là, eh bien, c'est ce qui se passe en ce moment. En fait, elles sont engendrées par le mouvement des étoiles qui créent des vagues, ce qu'on appelle des ondes de densité, dans la matière diffuse qui est dans l'espace. Et lorsqu'une vague passe, elle fait de l'écume. Et l'écume, ce sont les pouponnières d'étoiles. Et c'est là où naissent les étoiles. Nous, le système solaire est né dans l'écume d'une vague qui s'est propagée dans la robe d'ensemble d'une galaxie, comme ça. Alors, cette vision-là, elle nous illustre quelque chose, c'est que on est un peu comme face à la mer. Et vous savez que d'ailleurs, dans la mer, on mesure la fécondité de la mer par les phénomènes de bioluminescence qui viennent de la densité de phytoplancton, de micro-organismes qui sont là et qui deviennent phosphorescents. Bien, dans cette écume des vagues, eh bien, c'est là où naissent les nouvelles étoiles. Et comme nous avons ces fleuves qui apportent quelque part l'eau intergalactique de cette matière blanche aux galaxies, eh bien, naturellement, on se retrouve face à un océan ou à la mer qui est nourri par les affluents, les fleuves, comme sur Terre, qui nourrissent les océans. Donc on s'aperçoit que tout est interconnecté. Vous avez ici, à gauche, c'est une vision que j'ai combiné une vraie vague avec une vraie région de formation d'étoiles. Et là, vous avez des images dans 3 couleurs de la galaxie des chiens de chasse. Et celle qui est la plus à droite, vous voyez vraiment bien ici l'écume des vagues. La lumière ne vient pas des étoiles. La lumière vient des molécules. Cette image à droite, qui a une forme un peu bizarre, qui ne ressemble pas tellement à celle que vous avez l'habitude de voir, c'est la naissance des molécules qui fait cette lumière-là, un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc on est en train de voir la complexité en train d'émerger dans les vagues de la galaxie. Et ces vagues-là, eh bien, elles ont commencé à naître, ces ondes et ces disques qui tournent, etc., beaucoup plus tôt que ce qu'on pensait, tout simplement parce qu'on ne savait pas que les galaxies étaient nourries avec une telle efficacité par ces fleuves cosmiques. On est donc en train de vivre une sorte de changement de paradigme qui me permet de refaire le lien avec ce que je disais au début de la comparaison entre la population des galaxies puis la population des êtres humains. Aujourd'hui, tous les êtres humains sont interconnectés les uns avec les autres.
On parle même d'une capacité de penser ensemble, voire on utilise la combinaison d'ordinateurs ensemble pour faire une sorte de cerveau géant lié à l'intelligence artificielle. On s'aperçoit qu'une bonne partie du fonctionnement de la société d'aujourd'hui est liée à l'interconnectivité. Pour le bien ou pour le mal, c'est une bonne question. Et dans l'univers, au moment où, là, par exemple, aujourd'hui, on parle du défi de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il faut laisser les super-ordinateurs contrôler le monde? Et en même temps, on est face à des défis planétaires où on se rend compte qu'on ne peut pas agir si on n'est pas tous dans une même action en commun. Ce qui n'est pas exactement l'exemple qu'on montre, mais disons que c'est la solution qu'on pense possible. Ce qui est étonnant, c'est qu'au moment où on se rend compte que la clé, c'est de comprendre que les êtres humains ne sont pas des êtres isolés, mais sont tous interconnectés, et ce n'est qu'ensemble qu'ils peuvent agir de façon intelligente, en d'autres termes, de revendiquer la capacité de l'humanité d'être fonctionner de façon cohérente comme un cerveau, en quelque sorte, eh bien, on se rend compte de la même chose à l'échelle de l'univers. À nouveau, on fait une découverte sur l'univers qui montre que cette interconnexion est fondamentale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous dire la vérité. J'en sais rien. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est confronté à des problèmes planétaires, le réchauffement climatique, la pandémie, les guerres et tout ça, qui montrent qu'il faut que l'humanité se comporte de façon différente, comme si elle était, comme si les individus n'étaient pas insensibles, par exemple, les uns aux autres. Et on s'aperçoit qu'un univers qui fonctionnerait comme nous pensons pouvoir fonctionner, c'est-à-dire où chaque être humain est indépendant, etc., c'est un univers qui n'aurait aucun avenir. C'est un univers qui n'aurait pas pu donner naissance à des étoiles pendant plus de quelques millions d'années. Que toute la clé de toute l'histoire de l'univers, c'est que dans l'invisible, tout est connecté. Et ça je ne sais pas pourquoi ça me parle. Si vous me demandez qu'est-ce que tu veux dire par là, je vais dire par là, je ne sais pas. Mais je me dis que lorsque j'ai vu Hubert Reeves en 1988, et qui m'a raconté l'histoire de cette étoile, je n'ai pas perçu la graine qu'il avait mis en moi, mais je me suis dit, l'univers parle de nous. C'est peut-être aussi parce que le regard qu'on porte sur l'univers contient notre problématique, et nous regardons dans l'univers quelque chose qui est finalement nous. Une sorte de narcissisme. Et donc, je pense que ce que nous découvrons sur cet univers et notre capacité de comprendre l'univers est intimement lié à notre problématique d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense qu'il est fondamental que nous soyons tous astronomes. Vous signez juste à la sortie. Et je pense que ça devrait être interdit de ne pas être astronome. Ça devrait être interdit. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est comme quelqu'un qui dirait moi, je suis désolé, mais la cuisine, le salon, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai ma chambre, c'est bon. Oui, mais pour manger, c'est un peu. Voilà, l'univers. Donc voilà, donc tout ça pour conclure sur une question, c'est qu'aujourd'hui, on vient juste de commencer à déflorer tous ces mystères. Il commence à ouvrir de nouvelles pistes. Ces filaments dont je parle, on a des traces observables. On commence à en voir un petit peu, mais on n'est pas encore capable de les observer véritablement. On est en train de créer des nouveaux télescopes pour le faire. Des nouveaux télescopes comme SKA, le Square Kilometre Array, ou Blue Muse, ou un certain nombre d'instruments qui vont arriver dans les décennies futures. Mais il est possible que ce ne soit que le début de notre révolution scientifique et qu'en fait, le changement de paradigme soit beaucoup plus profond que ce qu'on pense. Il est possible que les lois de la physique doivent être changées, il est possible que cette interconnectivité aille beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Ce qui est clair, c'est qu'il y a de l'interconnectivité, ça va jouer un rôle fondamental, et aujourd'hui, quelque part, moi je suis excité à l'idée de savoir qu'à tout moment, quelque chose peut bouleverser encore plus, aller plus loin sur notre compréhension des choses. Voilà, donc c'est un peu ça que je raconte, je montre la couverture de mon livre, Les 10 000 et nuits de l'univers, la danse du cosmos. C'est pour dire que si vous voulez en savoir un peu plus sur cette énigme, cette histoire de cette interconnectivité, de ces galaxies qui dansent, j'en parle dans ce bouquin. Voilà, et je m'arrête là-dessus. Merci.